Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. Jugé néocolonial par des populations vraiment en colère. Alors même que, quelques années plus tôt, le président français était accueilli à bras ouverts. 10 ans plus tard, le même président en question, donc François Hollande, s'interroge sur la situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet amour de la France, tel qu'il était proclamé, devienne une défiance, une méfiance? Et pour son successeur Emmanuel Macron, cette défiance est de plus en plus concrète. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger. Comment donc la France est devenue aussi indésirable dans la région du Sahel en Afrique? Salut! Cette vidéo s'adresse à tous les Africains, notamment à ceux de la diaspora. Dans cette vidéo, je vais te faire non pas une piqûre de rappel, mais une prise de conscience pour te rappeler qu'il est important d'être en tant qu'Africain, pas seulement un consommateur, mais surtout un créateur, un bâtisseur. Car je suis convaincu que la période que nous vivons en ce moment est la période au cours de laquelle, en fait, tous les Africains qui se lancent dans des projets sont en train de construire l'Afrique de demain, sont en train de bâtir l'Afrique de demain. Donc, au travers de cette vidéo, je vais te faire un bref résumé. Alors, pardonne-moi si je ne vais pas dans les détails, c'est voulu. Un bref résumé de la géopolitique entre l'Afrique, la France et la Russie pour que tu puisses comprendre, que tu puisses cerner un tant soit peu les enjeux pour lesquels, en tout cas l'importance, la nécessité de passer à l'action, de mettre en œuvre ces projets. Tu comprendras à quel point il est crucial, il est extrêmement important de faire quelque chose, non seulement de faire son projet, d'être dans une posture de bâtisseur et non pas seulement de consommateur. C'est parti. Au Mali, au Burkina Faso, au Tchad et au Niger, donc dans la région du Sahel, la présence française est mise à mal. Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. Il y a donc dans ces zones-là un rejet de sa présence, de la présence de la France, de la présence militaire de la France, mais aussi de sa politique, de son influence économique et politique, qui est jugée néocoloniale par des populations vraiment en colère. Alors même que, quelques années plus tôt, le président français était accueilli à bras ouverts. 10 ans plus tard, le même président en question, donc François Hollande, s'interroge sur la situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet amour de la France, tel qu'il était proclamé, devienne une défiance, une méfiance? Et pour son successeur Emmanuel Macron, cette défiance est de plus en plus concrète. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger. Comment donc la France est devenue aussi indésirable dans la région du Sahel en Afrique? Avant de poursuivre, clarifions quand même quelque chose. D'abord, le Sahel, c'est quoi? Généralement, quand on parle du Sahel, l'usage est de se référer à ces pays qui s'affichent. Mais lorsqu'il est question de l'influence de la France sur la région, on voit que ça déborde sur d'autres pays. En bref, ce sont les anciennes colonies africaines qu'on a tous appris au collège. Et tout le monde sait que même après les indépendances de 1960, il n'y a pas vraiment eu de rupture avec la France. C'est même le contraire, car une relation d'influence économique, militaire et politique s'est mise en place depuis la France sur les colonies africaines, d'où le concept de France-Afrique. Et même si maintenant, depuis quelques années, les dirigeants français qui se succèdent tentent de faire oublier cette vision de la chose, cette vision de l'influence. Cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Le concept continue quand même de nourrir les accusations des pays du Sahel à l'encontre de la France. Et la toute première cible de ce rejet de la France, c'est l'interventionnisme militaire. Car tu le sais certainement, depuis les années des indépendances, l'Afrique est devenue la zone de prédilection des opérations militaires françaises. Et malgré une diminution des effectifs au fil des décennies, cette politique sécuritaire va finalement déboucher en 2013 sur la plus grosse opération extérieure française, après bien sûr la guerre d'Algérie, donc l'opération Serval, avec pas moins de 4000 soldats déployés, 4000 soldats français déployés au Mali, avec pour objectif de soutenir l'armée malienne face à la montée des djihadistes. Ensuite, l'opération Serval est alors considérée comme un succès. Les objectifs de l'opération Serval étaient clairs. Il y avait une victoire militaire qui était
indiscutable du côté. Mais la menace terroriste est loin d'avoir disparu. Car en 2014, eh bien, l'opération Serval devient l'opération Barkhane. Et cette opération vient élargir la lutte sur d'autres pays du Sahel. La Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Bon, même si l'armée française s'arroge le mérite d'avoir neutralisé des chefs djihadistes dans la zone, eh bien, il n'en demeure pas moins vrai que les actes terroristes augmentent. Et après le nord et le centre du Mali, eh bien, la menace terroriste s'étend au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin et même au Togo. Alors, d'après mes recherches, il y a deux explications à ça. La première, c'est que les troupes françaises ne dépassent pas les 3000 soldats sur le terrain, alors même que c'est une zone géographique assez immense. Et en deux, la deuxième raison, c'est que le rang des djihadistes semble se régénérer de façon infinie. Leur nombre ne tarit pas au fil des opérations. Et le bilan, eh bien, c'est que l'opération Barkhane est un échec que les populations sahéliennes ont bien du mal à digérer, ont du mal à comprendre. Beaucoup ne comprenaient pas que la France, puissance militaire qu'elle était, ne parvenait pas à mettre fin à cette menace terroriste qui était schématisée dans l'imaginaire collectif. C'était quelques terroristes sur des motos. Et selon le chercheur que tu viens d'écouter, donc Baba Dakono, eh bien les forces militaires sahéliennes avaient l'impression que les forces militaires françaises agissaient sans elles. Et en plus des difficultés sur le terrain, s'ajoutent des thèses complotistes qui accusent la France de soutenir les djihadistes pour ainsi profiter du chaos et piller les ressources minières des pays sahéliens. Et cette rumeur va être amplifiée par un nouveau venu dans la région, mais il s'agit de la Russie. La Russie qui arrive donc en catimini, profitant du fait que la France est en ce moment discréditée pour s'installer dans quelques pays africains au travers du groupe paramilitaire Wagner. Et autre chose également qui vient compliquer les choses, c'est qu'à partir des années 2020, eh bien, l'instabilité de la région sahélienne est encore, je dirais, plus instable puisque les coups d'État commencent. D'abord au Mali, de mémoire, c'était en 2021 et ensuite au Burkina Faso en 2022. Et c'est en 2022, en novembre 2022, que la fin de l'opération Barkhane est actée dans le Sahel. Ensuite vient un autre événement, un nouveau coup d'État. Je crois que c'était en juillet 2023 qui va venir accélérer le départ des troupes françaises vers le Tchad. Bon, ça, c'est ce qui concerne l'aspect militaire. Mais en réalité, la défiance vis-à-vis de la France a des racines beaucoup plus profondes et lointaines. Ce rejet a une base fondamentalement politique. Depuis les indépendances des années 60 jusqu'aux années 90, dans le contexte de la guerre froide ainsi que de ces jeux d'influence, tout le monde a appris ça, je pense qu'au lycée, eh bien, l'échange de bons procédés entre la France et le Sahel est assez simple. Les pays sahéliens s'engagent à voter comme la France à l'ONU, lors des assemblées générales. Et ces pays-là s'engagent également à favoriser les entreprises françaises. Et en contrepartie, la France assure le soutien et la sécurisation de leur régime, des régimes de ces pays sahéliens. Mais le président français, l'ancien président français, François Mitterrand, lors de la conférence à la Baule le 21 juin 1990, eh bien, il vient changer la donne. Cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie. Alors même que selon de nombreux observateurs, eh bien, la France n'applique pas ce même principe en fonction des pays. Par exemple, au Tchad, ce qui a été considéré par beaucoup de populations de la région comme un coup d'État a été acté par la France et par contre, dans les autres pays, le coup d'État est devenu un crime suivant les intérêts, suivant le positionnement stratégique. Une rupture de l'ordre constitutionnel peut paraître acceptable ou non. Bref, ce deux poids, deux mesures, eh bien, ne plaît pas du tout aux pays sahéliens. Ce qui pousse forcément, eh bien, ces pays sahéliens à s'allier avec d'autres pays occidentaux qui, eux, ne donnent pas du tout de leçons de démocratie. Mais la Russie n'est pas le seul pays vers lequel, eh bien, les pays sahéliens se retournent. Il y a aussi la Chine et la Turquie. Enfin, il y a un dernier point qui vient fracturer les relations diplomatiques entre les pays sahéliens et la France. Eh bien, il s'agit du durcissement de la politique migratoire française vis-à-vis de ces pays. En 2023, par exemple, la France suspend les visas des étudiants, des artistes
originaires des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais ce n'est pas tout. J'ai parlé premièrement d'un rejet militaire, ensuite d'un rejet politique. S'ajoute à cela un rejet économique. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Et dans le discours anti-français, il y a un argument qui revient bien souvent. Écoute plutôt. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. Mais en réalité, j'ai même été surpris de cette information. Eh bien, les intérêts économiques de la France au Sahel sont en chute depuis maintenant plus de 30 ans. En 1990, entre 20 et 50% du commerce extérieur des pays africains était tourné vers la France. Mais en 2022, c'est seulement entre 2 et 10%. Et quand on fait un parallèle sur la même période avec le commerce avec la Chine, donc la Chine et les pays du Sahel, les chiffres se sont envolés. Mais il y a aussi à côté de ça, 2 points de discorde qui subsistent. Le premier, eh bien, c'est un problème monétaire, le franc CFA. Créé en 1945, le franc CFA est utilisé dans 15 pays d'Afrique. Et plusieurs particularités de cette monnaie sont lourdement critiquées. Premièrement, le taux de change fixe, qui est aligné à l'euro et qui a pour conséquence de gêner la compétitivité des matières premières africaines. Deuxièmement, le dépôt de 50% de devises au trésor français est perçu comme si c'était un impôt colonial, si tu veux. En 3, eh bien, il y a la présence de représentants français dans les grandes banques africaines qui s'apparente un peu comme une ingérence de la France dans l'économie africaine. Et enfin, 4e point, eh bien, le fait que les billets, donc le franc CFA, soient imprimés par la France elle-même est perçue comme une offense à la capacité des Africains à le faire eux-mêmes. Bref, le franc CFA est perçu aux yeux de l'opinion publique sahélienne comme étant une dépendance vis-à-vis de la France. Et le projet de le reformer, donc de reformer la monnaie afin de l'appeler ECO, on a l'impression que ça ne convainc pas vraiment. En tout cas, il y a pas mal de balbutiements par rapport à ce projet. Et le deuxième point de crispation économique, eh bien, c'est la question des aides au développement. En 2021, l'Afrique et les pays du Sahel concentrent une grande partie de cette aide. Et depuis 1990, pour en bénéficier, eh bien, la France a fixé certaines conditions, comme un cahier de charges. Tu vas le voir tout à l'heure. Système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, pas de censure. Voilà le schéma dont nous disposons. C'est la direction qu'il faut prendre. Et maintenant, depuis peu, eh bien, ce discours est perçu comme une insulte de la plupart des pays sahéliens. Arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariats. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. On nous aide, mais en revanche, on nous dit il faut que vous acceptiez tel principe. Et justement, ce sont des conditions qui paraissent de moins en moins acceptables pour les populations. C'est que l'aide au développement pour ces populations ne doit pas être l'occasion d'imposer une façon de vivre ou une façon de comprendre le monde. Et à la suite des coups d'État au Burkina, au Mali et au Niger, la France a tout simplement suspendu ses aides à ces 3 pays. Elle les a redirigés plutôt vers le Tchad. Aujourd'hui, c'est un fait. La France n'est plus la bienvenue dans les pays sahéliens. Et ce rejet est relayé par des mouvements néo-panafricains et anticolonialistes. Des mouvements qui sont portés par des personnalités influentes. Si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. En 2023 seulement, il n'y a même pas un an, eh bien, on s'interrogeait déjà sur l'avenir des relations franco-sahéliennes qui, d'après beaucoup d'observateurs, est incertain. Au travers de tout ceci, le message que je souhaite te partager est celui-ci. Tu as bien compris tout au long de cette vidéo qu'il y a aujourd'hui une défiance vis-à-vis de la France. La France qui est énormément présente dans les pays sahéliens, mais dans l'Afrique en général. Et aujourd'hui, eh bien, elle est en train de prendre du recul. Alors, pas forcément voulu de sa part, mais parce qu'elle est un peu obligée, parce qu'elle est un peu contrainte. La France prend donc du recul alors que ces entreprises, donc les multinationales françaises, sont les numéros 1, sont les premières entreprises dans la plupart des pays africains. Je vais parler par exemple de Total dans l'énergie, de AXA dans les assurances et de Société Générale dans les banques. Alors c'est juste un exemple contre ces institutions, en tout cas ces multinationales, mais c'est dire à quel point à quel niveau est-ce que la France a su s'implanter tant dans la politique africaine
que dans l'économie africaine. Et aujourd'hui, eh bien, elle est en train de prendre du recul. Et quand on voit l'avancée, en tout cas, moi j'aime bien prendre l'exemple d'Ibrahim Traoré, car en tout cas c'est le seul qui a su se démarquer, c'est le seul qui, au travers de ses propos, de ses actions en ce moment, est en train de faire comprendre à tout le monde, à tous les Africains, qu'il est épris par le bien-être de sa population. Donc pour quelqu'un comme ça, eh bien il va chercher d'autres partenaires. Je t'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je te l'expliquais. Et forcément, il va y avoir de la place, car ces multinationales françaises vont libérer de la place, il va y avoir de la place et il appartiendra aux Africains eux-mêmes de construire leur continent, de construire eux-mêmes leur pays. C'est un impératif, c'est un devoir. Moi, je pense que la vraie colonisation, c'est ce que les pays africains vivent en ce moment. Ce n'est pas seulement le franc CFA, la politique, mais c'est surtout économique. Quand on prend une entreprise comme, je ne sais pas comment elle s'appelle, Lafarge, qui fait dans la cimenterie, et je donne un exemple, eh bien, par exemple au Sénégal et même dans la plupart des pays africains, eh bien, toutes les maisons se construisent avec du ciment. L'entreprise numéro 1 qui fabrique le ciment est une entreprise étrangère. Tous les bénéfices de cette entreprise sont rapatriés en France. C'est-à-dire qu'une entreprise française qui vient en Afrique fait du bénéfice et rapatrie ces bénéfices-là dans son pays d'origine. Comment, à quel moment est-ce que les pays africains vont se développer? C'est là que tu comprends que nous aussi, on puisse prendre de la place, créer de grosses entreprises, créer de multinationales qui vont embaucher des milliers, voire des millions d'Africains pour pouvoir innerver l'économie africaine, pour pouvoir développer l'économie africaine, pour pouvoir faire en sorte que l'économie africaine ne soit plus une économie artificielle, car elle est détenue par des entreprises étrangères qui rapatrient leurs bénéfices dans leur propre pays. Il n'y a donc que comme ça qu'on pourra aller chercher notre véritable indépendance et liberté. Car à la fin du compte, le plus important, c'est celui qui donne. Celui qui tend la main pour recevoir est toujours en dessous. Il faut qu'on puisse inverser la tendance. Et ce n'est pas aujourd'hui une alternative que d'aller investir en Afrique. C'est une obligation, c'est un devoir, comme je l'ai dit. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que tu l'as aimé. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Allez, ciao!